Bonjour, je suis Pierre-Michel Lauréus et j'enseigne les maths au secondaire. Aujourd'hui, je vais continuer avec la deuxième partie de la capsule sur les statistiques. Nous allons parler des diagrammes. Aujourd'hui, nous allons voir plusieurs types de diagrammes. Nous allons parler des diagrammes à bande, nous allons parler des diagrammes circulaires et aussi nous allons parler des diagrammes à ligne brisée. L'importance de cette vidéo, c'est de vous permettre de savoir c'est quoi la différence entre les trois et quand est-ce qu'on les utilise exactement. Nous allons supposer que dans le groupe 14 dans lequel j'enseigne, qu'il y a 25 élèves. Alors, je m'intéresse à savoir c'est quoi la répartition du nombre d'élèves du groupe 14 de l'école secondaire Saint-Gabriel selon les sports pratiqués. Et la population en question, c'est la population des élèves du groupe 14 de l'école secondaire Saint-Gabriel. Maintenant, nous voyons le titre du tableau ici. Et également, il y a des sous-titres. Il y a la gymnastique, le hockey, le patinage artistique, le softball, le cheerleading, le tennis et l'athlétisme. L'effectif correspond au nombre d'élèves pour chacune des disciplines que vous voyez ici et il y a un effectif total qui correspond exactement au nombre d'élèves qu'il y a dans le groupe 14 qui est de 25 élèves. La fréquence, comme vous le voyez ici, là, ça va être une valeur en pourcentage. Donc, la fréquence va être 100% pour les 25 élèves. Parce que les 25 élèves vont correspondre aux 100% des élèves dans le groupe 14. Maintenant, après avoir collecté les informations, ça va être la phase du traitement pour mettre les informations dans le tableau de distribution. Nous avons pu constater qu'il y a 4 élèves qui pratiquent la gymnastique. Donc, il y a 6 hockeyeurs, 5 élèves qui font du patinage artistique, 2 élèves qui pratiquent le softball, 3 élèves qui font du cheerleading, 4 élèves qui font du tennis et 1 élève qui se consacre à l'athlétisme. Et comme vous pouvez le voir, 4 plus 6, 10, plus 5, 15, plus 2, 17, plus 3, 20, plus 4, 24, plus 1, 25. Ça me donne exactement les 25 élèves qu'il y a dans le groupe 14. La fréquence en pourcentage. La fréquence en pourcentage me dit quoi? La fréquence me dit tout simplement, s'il y avait 100 élèves dans le groupe 14, combien d'élèves feraient par exemple de la gymnastique, sachant qu'il y en a 4 qui en font sur un total de 25 élèves. Donc il faut établir une sorte d'équivalence pour arriver à la réponse. Exemple, si je veux savoir c'est quoi le nombre d'élèves en pourcentage qui se consacrent à la gymnastique, j'ai plusieurs façons d'y arriver. La première façon d'arriver, c'est de constater tout simplement que dans le total d'élèves, il y en a 25 dans l'effectif et dans la fréquence, il y a 100. Pour obtenir le nombre d'élèves qui font de la gymnastique, je vais prendre la quantité d'élèves qui font de la gymnastique qui est 4, je divise par 25 et je vais multiplier par 100, ça va me donner 16%. Si je fais également la même chose pour les hockeyeurs, 6 hockeyeurs sur un total de 25 par 100, ça me donne 24%. 5 élèves qui font du patinage artistique sur un total de 25 par 100, ça me donne 20. Et ainsi de suite. Pour l'athlétisme, un élève qui fait de l'athlétisme sur un total de 25 fois 100, ça me donne 4 élèves. Il y a une façon plus simple de trouver la réponse. La façon plus simple, c'est de dire tout simplement, et pour passer de 25 à 100, pour passer de la deuxième colonne à la troisième colonne, donc qu'est-ce que je fais? Je multiplie par 4. En effet, 25 fois 4 est égal à 100. Si 25 fois 4 est égal à 100, donc si je fais 4 fois 4, ça va me donner le nombre qui doit correspondre également. Comme vous le voyez, 4 fois 4, ça me donne 16 que j'ai ici pour le nombre d'élèves qui feraient de la gymnastique s'il y avait 100 élèves dans la classe. 6 fois 4, 24, 5 fois 4, 20, 2 fois 4, 8, 3 fois 4, 12, 4 fois 4, 16 et 1 fois 4, ça me donne 4. Donc ça aurait pu être une deuxième façon plus simple de raisonner. Maintenant,
avec les données que nous avons ici, le diagramme le plus pertinent d'avoir, c'est un diagramme à bande. Le diagramme à bande, c'est un diagramme qu'on utilise pour les données qualitatives. En effet, qu'est-ce qu'on est en train d'étudier ici? C'est quoi l'intérêt? L'intérêt ici concerne les sports pratiqués par les élèves du groupe 14. Les sports pratiqués représentent des données qualitatives. Donc, comme vous le voyez, ce sont des mots, ce sont des qualités. Maintenant, étant donné que ce sont des données qualitatives, comme vous le voyez, je vais mettre ici dans un diagramme à bande verticale. Je vais mettre ces informations sur l'axe des abscisses, comme vous le voyez, et sur l'axe ici, là, des ordonnées, je vais avoir l'effectif ou bien le nombre d'élèves. Encore une observation pertinente à faire, sur l'axe des abscisses, je n'ai pas besoin de mettre la flèche ici. Ici, il n'y a pas de flèche, parce que je ne peux pas dire que l'athlétisme a une supériorité par rapport au hockey ou au patinage artistique. Mais par contre, sur l'axe des ordonnées, je mets une flèche parce que j'ai des nombres d'élèves. Donc, comme vous le savez, 3 est supérieur à 1. Donc, je m'en vais du bas vers le haut en augmentant. Maintenant, une fois qu'on a ces informations, si on lit le diagramme, on va voir que le diagramme correspond exactement aux informations que j'ai dans le tableau. Dans un premier temps, on a le titre du diagramme qui va être le même titre que j'ai dans le tableau, répartition du nombre d'élèves du groupe 14 de l'école secondaire Saint-Gabriel selon les sports pratiqués. Nous allons avoir l'axe horizontal, ça va être les sports pratiqués, et l'axe vertical, ça va être le nombre d'élèves du groupe 14 de l'école secondaire Saint-Gabriel. Maintenant, lorsqu'on lit l'information, il y a 4 élèves qui font de la gymnastique, j'en ai 4 dans le tableau ici. Il y a 6 élèves qui font du hockey, ce que j'ai ici. Pour le patinage artistique, j'en ai 5. Le softball, j'en ai 2. Le cheerleading, j'en ai 3. Le tennis, j'en ai 4. Et l'athlétisme, j'en ai 1. Le diagramme à bande, c'est quoi son importance par rapport au tableau? Le diagramme à bande permet tout simplement une lecture visuelle qui est plus facile par rapport à l'information contenue dans le tableau. C'est que ça, son utilité. Nous pouvons considérer aussi les mêmes informations mises différemment. Ici, j'ai un diagramme à bande horizontale. Cette fois-ci, les informations qualitatives sur l'axe des ordonnées et les informations quantitatives sur l'axe des abscisses. Sur l'axe des ordonnées, ici, il n'y a pas de flèche. Sur l'axe des abscisses, j'ai une flèche et voici les bandes. Dans ce diagramme à bande horizontale, l'interprétation sera la même. Comme vous le voyez, il y a un élève qui fait de l'athlétisme, il y a 6 hockeyeurs, il y a 5 joueurs qui font du patinage artistique. Ici aussi, voici l'axe des Y, les sports pratiqués, l'axe des X, le nombre d'élèves du groupe 14 de l'école secondaire Saint-Gabriel. Comme vous le voyez, que ce soit un diagramme à bande verticale ou horizontale, c'est la même information que j'ai. À présent, nous allons parler du diagramme circulaire maintenant. Dans le diagramme circulaire, pour bien le construire, nous avons besoin d'une autre information. Nous avons besoin d'une information sur l'angle au centre. Pourquoi? Parce que le diagramme circulaire a la forme d'un gâteau. Dans ce gâteau, tout le monde n'a pas les mêmes parts de gâteau. Comme vous le voyez ici, là, il y a plus de personnes qui font du hockey qu'il y a de personnes qui font de l'athlétisme ou il y a plus de hockeyeurs de toute façon comparé aux autres disciplines sportives. Il y a une troisième colonne à faire avec l'angle au centre. Pour obtenir l'angle au centre, je peux utiliser les informations de la troisième colonne, tout comme j'aurais pu utiliser celle de la deuxième colonne. En utilisant les informations de la troisième colonne, 16 divisé par 100 multiplié par 360 va être égal à 57,6 degrés. Pourquoi multiplier par 360? C'est parce que dans un diagramme circulaire ayant la forme du gâteau que vous voyez ici, l'angle au centre qu'il y a tout au centre de là, c'est un angle de 360 degrés. Donc le 360 degrés, c'est mon tout que je vais avoir.
Donc 16 divisé par 100 fois 360 est égal à 57,6 degrés. Lorsque vous allez construire le diagramme circulaire, il faut vraiment que vous utilisiez votre rapporteur d'angle pour que le diagramme soit bien construit. Et si je veux trouver les autres angles au centre ici, donc nous allons avoir pour le hockey, nous allons avoir 24 sur 100, 24 sur 100 fois 360, 86,4%, 20 sur 100 fois 360, ça me donne 72, 8 sur 100 fois 360, 28,8, 12 sur 100 fois 360, 43,2, etc. Et si on fait la somme de tous ces angles, la somme de tous ces angles doit me donner 360 degrés au final. Et maintenant, une autre remarque qu'on peut faire, si je veux passer de la deuxième colonne à la troisième colonne, je dois tout simplement multiplier par 3,6. Tout comme tantôt, on a déjà expliqué, pour passer de la deuxième à la troisième, c'est par 4. Pour passer de la troisième à la quatrième, excusez-moi, je dois multiplier par 3,6. Et finalement, voici le diagramme circulaire, répartition des élèves du groupe 14 de l'école secondaire Saint-Gabriel selon les sports pratiqués. Comme vous le voyez ici, il y a 4 élèves qui pratiquent le tennis. Ces 4 élèves correspondent à 16% des élèves de la classe. Et l'angle qu'il y a au niveau des 16%, même si ce n'est pas écrit, c'est un angle qui est équivalent à 57,6 degrés. Si vous prenez votre rapporteur d'angle, vous allez trouver un angle de 57,6 degrés ici. Il y a beaucoup plus de hockeyeurs. Il y a 6 joueurs qui pratiquent le hockey. Ces joueurs représentent 24% des élèves de la classe. Et l'angle qu'il y a ici, c'est l'angle le plus élevé qui correspond à un angle de 86,4 degrés que vous pouvez voir avec votre rapporteur d'angle. Tout comme le diagramme à bande, on utilise le diagramme circulaire pour représenter des données qualitatives. Ici, c'est un autre diagramme à bande. Maintenant, j'ai plus d'informations. C'est que dans le groupe 14, qu'est-ce que je suis allé faire ici? Il n'y a aucun garçon qui fait de la gymnastique, mais il y a 4 filles qui en pratiquent. Il y a 4 garçons qui font du hockey, il y en a 2 filles. Un garçon qui fait du patinage artistique, et il y a 4 filles. Un garçon qui fait du softball et une fille qui en fait aussi. Donc pour le cheerleading, il y a 3 filles, pas de garçons. Le tennis, 3 garçons et une fille. Et l'athlétisme, pas de garçons et une fille fait de l'athlétisme. Comme vous le voyez, j'ai été capable de décomposer la classe entre garçons et filles selon les disciplines sportives aussi. Donc ça me donne 4 et 1, 5 et 1, 6 et 3, 9 garçons dans la classe. 4 et 2, 6 et 4, 10, 11 et 3, 14, 15 et 16 filles. Ça me donne 25 élèves de la classe. Et maintenant, j'ai encore un diagramme à bande avec plus d'informations. Et comme vous le voyez dans le diagramme à bande pour les sports pratiqués, ici, j'ai des descriptions. On nous dit que les bandes sont bleues pour les garçons et orange pour les filles que vous voyez ici. Donc voici les informations. Il y a 4 filles qui font de la gymnastique, 2 filles qui font du hockey, etc. Donc je peux présenter l'information de cette manière-ci. Une chose extrêmement importante à dire concernant les diagrammes à bande que vous devez observer. Observez bien ici. Lorsque je construis un diagramme à bande, la largeur des rectangles doit être la même partout. Je ne peux pas avoir un rectangle qui soit plus large qu'un autre rectangle. De la même façon, la distance qu'il y a entre les rectangles est la même. Donc la distance qu'il y a entre le rectangle représentant la gymnastique et le hockey est la même que la distance qu'il y a entre le hockey et le patinage artistique. Ce sont ces rectangles qu'on appelle des bandes. Le seul endroit où on n'est pas obligé d'avoir la même distance, c'est entre l'axe vertical que vous le voyez ici et la première bande. On n'est pas obligé d'avoir la même distance. Cependant, je suggère à mes élèves d'aller construire de la même distance partout. Autre observation, la bande verticale que vous voyez ici n'est pas collée sur l'axe vertical. Donc, lors de la construction d'un diagramme à bande, c'est extrêmement important.
De la même façon aussi, respectez bien les pas que vous faites sur l'axe vertical. Comme vous le voyez ici, il faut laisser la même distance entre 0 et 1. Entre 1 et 2, il faut toujours laisser la même distance. Voici un autre tableau de distribution à partir duquel je vais pouvoir construire un diagramme à bande alors que je n'ai pas des données qualitatives. Répartition du nombre de buts par match marqué par l'équipe de soccer de l'école secondaire Le Colibri durant la saison 2017-2018. Ici, là, je sais que je vous ai toujours conseillé lorsque vous faites un titre, lorsque vous avez un titre, de mettre la répartition avec selon. Ici, selon peut paraître trop répétitif. C'est pourquoi je le mets entre parenthèses. Donc, nombre de buts par match, et nous avons l'équipe de soccer. Et pour 3 matchs, pour chacun de ces matchs, il n'y a eu aucun but marqué par l'équipe. Nous avons 5 matchs. Pour chacun de ces matchs, l'équipe a marqué un but. 6 matchs pour chacun de ces matchs, l'équipe a marqué 2 buts. 4 matchs pour chacun de ces matchs, l'équipe en a marqué 3. Un match pour chacun de ces matchs, l'équipe en a marqué 4 buts. Il y a eu au total 20 matchs joués par l'équipe durant la saison 2017-2018. Ici, observez bien s'il vous plaît. Donc, le nombre de buts par match et également le nombre de matchs. Il s'agit de 2 variables quantitatives discrètes. Lorsque nous avons des données quantitatives discrètes, on peut construire en réalité un diagramme à bande, comme vous le voyez ici. Donc, si je vais mettre les informations, donc sur l'axe des Y, je peux mettre les informations 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur l'axe des X, 0, 1 but, 2 buts, 3 buts, 4 buts, 5 buts. Réfléchissez bien, l'axe des Y, c'est le nombre de matchs que j'en ai 20 ici. Alors, comme vous le voyez, ici, il y a 2 zéros. Ça, c'est différent de ce que vous avez appris dans le plan cartésien, où dans le plan cartésien, on met le 0 une seule fois, qui est l'intersection entre l'axe vertical et l'axe horizontal. Ici, il y a vraiment 2 zéros. Ça veut dire qu'il y a 3 matchs. Dans ces 3 matchs, il n'y a aucun but qui a été marqué. Donc, il y a 5 matchs. Dans chacun de ces matchs, un but a été marqué, etc. Donc, j'ai des données quantitatives discrètes pour la première colonne et la deuxième colonne dans le tableau de distribution. Dans un tel cas, en face de données quantitatives discrètes pour les 2 colonnes, je peux effectivement construire un diagramme à bande aussi. Si les données quantitatives ne sont pas discrètes, un diagramme à bande ne serait pas le bon choix. Finalement, voici encore un tableau. C'est un tableau de répartition de la quantité de pluie à Sainte-Thérèse durant l'année 2019, selon le mois. On fait une étude, les mois ont été mois de mai, juin, juillet, août, septembre. On a observé les millimètres de pluie qui sont tombés à Sainte-Thérèse. Comme vous le voyez, mai, juin, juillet, août, septembre, ce sont des informations qualitatives. Cependant, lorsqu'on parle d'une étude qu'on fait à travers le temps, le diagramme à bande n'est pas le meilleur diagramme pour représenter l'information. En phase d'information sur le temps, le meilleur diagramme pour représenter l'information, c'est ce qu'on appelle le diagramme à ligne brisée. Et pour voir l'évolution d'une information. Lorsque le temps intervient dans une étude statistique, donc ce qu'on s'intéresse, c'est l'évolution de la situation à travers le temps. C'est pourquoi le diagramme à ligne brisée est plus pertinent que le diagramme à bande lorsque le temps apparaît dans la description du tableau. Comme vous le voyez ici, nous pouvons voir de mai à juin, il y a eu une baisse au niveau de la quantité de pluie. Ensuite, de juin jusqu'au mois d'août, ça a augmenté pour encore diminuer au mois de septembre. D'août à septembre, la quantité de pluie a diminué comme vous le voyez ici dans le diagramme. Et
il y a les pics atteints ici, là, comme vous pouvez les constater. Donc, ces pics sont les informations que nous trouvons dans le tableau. Et comme vous le voyez ici, je vais prendre un autre exemple. N'oublions pas, ici, l'axe des X, comme vous le voyez ici, c'est le mois. Et pas besoin de représenter une flèche ici. Donc, pour l'axe des ordonnées, j'ai une flèche maintenant. Parce que l'axe des ordonnées, j'ai des informations quantitatives dessus. Pourtant, l'axe des X, je n'ai pas d'informations quantitatives. Une chose est très importante à observer. Ici, là, je fais des bonds de 2 à partir de 46. 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64. À partir de 46, je fais des bonds de 2. Mais avant 46, j'ai fait un bond de 46. Ceci n'est pas correct dans un tableau. Pour rendre ça correct, il y a quelque chose qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire exactement, on doit ajouter une coupure d'axe. Vous voyez cette ligne que je viens d'ajouter, j'en ai ajouté deux. Ces deux lignes, disons, ces deux petits dessins en rouge que vous voyez ici, là, représentent ces deux vagues que vous voyez représentent une façon de faire une coupure d'axe. Lorsque vous le faites, ça veut dire tout simplement il y a un ensemble d'informations en bas qui ne sont pas importantes. Et aussi, on comprend ce que vous faites maintenant et on peut maintenant lire votre tableau. Il faut absolument que vous me représentez cette information dans le tableau, dans vos examens, si toutefois vous faites ce qu'on appelle des considérations où il y a un ensemble de données que vous laissez tomber pour commencer, disons, avec des données plus élevées et faire des bonds plus petits par la suite. Voici une autre étude qui est plus pertinente. Pourquoi des études à travers le temps? C'est surtout des études où on fait des comparaisons qui sont pertinentes. Regarde là, ce tableau, on peut écrire la répartition ou bien l'évolution de la réussite des élèves de première secondaire à l'école secondaire Oméga et à l'école secondaire La Joie selon l'année. Donc, on me présente les réussites 2015 jusqu'à 2019. On me présente les pourcentages de réussite à l'école secondaire Oméga et les pourcentages de réussite à l'école secondaire La Joie. Ensuite, il s'agit d'analyser l'information. Donc, évolution de la réussite des élèves, comme vous le voyez. Ici, on voit l'évolution et on voit les tableaux et voici les points école secondaire Oméga et école secondaire La Joie. L'école secondaire Oméga, c'est en bleu, l'école secondaire La Joie, c'est en orange. Il nous faut mettre les barres maintenant. Comme vous le voyez, les barres sont très pertinentes parce que ce sont tous deux des données quantitatives que nous avons ici. On parle de l'année sur l'axe horizontal et également la réussite des élèves sur l'axe vertical. Étant donné qu'on commence à 60 et on fait des bonds de 5 par la suite, avant 60, donc il y a 0. Avant 60, il faut mettre les coupures d'axe pour bien dire qu'on a compris et qu'il y a un ensemble d'informations qu'on minimise leur impact avant 60 parce que ces informations ne font pas partie de la distribution et bien entendu pour sauver de l'espace. Maintenant, l'importance d'avoir des données qui évoluent dans le temps, c'est en termes de comparabilité. Et si on compare ici, on peut clairement voir ce qui se passe. On peut voir que pour l'année 2015, il y avait plus de réussite à l'école secondaire et La Joie qu'à Oméga. Donc, la ligne orange était en haut de la ligne bleue. Ensuite, en 2016, il y avait plus de réussite à Oméga qu'à La Joie. Et en 2016, l'écart entre les réussites dans les deux écoles était de 8 points. Ça veut dire c'est 78% de moyenne à l'école Oméga, moins 70% de moyenne à l'école La Joie, ça donne 8 points d'écart et avec un avantage pour l'école Oméga, bien entendu. Cependant, en 2017, la situation a changé. Il y avait eu encore un écart, de 8 points, mais cette fois-ci, La Joie avait eu une meilleure performance. Et ensuite, nous voyons en 2018, donc
Oméga a été mieux qu'alpha et également cette tendance a persisté jusqu'en 2019. Ce sont des informations qui sont extrêmement importantes dans une étude statistique et ce qu'il y a de plus important encore, c'est de se dire pourquoi d'année en année il y a une école qui est mieux que l'autre, qu'est-ce qui se passe, etc. De trouver les raisons pour ça. Je vous remercie pour avoir suivi cette capsule. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour dire que vous avez aimé. À la prochaine.